Bonjour Romain, merci Bonjour. d'être venu à Canal Pourpre. Et comme je te disais tout à l'heure, tu fais partie des trois premiers, enfin des trois personnes qui nous ont sollicité de venir spontanément parler un peu de leur parcours. D'accord. Et voilà, donc je te remercie au nom de Canal Pourpre d'être venu. C'est vrai qu'Ethel m'avait parlé de toi, mais il y a très longtemps. Je te laisserai le micro tout à l'heure pour parler de ta profession qui est méconnue du public. Alors j'ai retenu que tu avais fait un parcours, donc tu avais fait l'UIT de Bordeaux, ensuite tu es devenu journaliste pendant 10 ans, puis fonctionnaire de l'État pendant 5 ans, et puis tu as fait une formation et tu vas nous expliquer un peu ce parcours, enfin comment tu deviens écrivain public. Alors, il y a d'abord un amour de l'écriture depuis l'enfance, depuis que j'ai découvert l'écriture. Il y a un amour de l'écriture aussi qui est entretenu par mon père et ma mère, beaucoup mon père, et qui fait que tout au long de ma jeunesse, il y a eu ce plaisir des mots, ce plaisir de d'écrire, ce plaisir et le fait de se dire je veux être journaliste, je veux devenir journaliste, je veux écrire, je veux écrire des papiers, bon. Et donc, après des études d'histoire, intégrer l'UIT de Bordeaux, c'était pour moi complètement logique et complètement normal. C'était dans la suite pour devenir journaliste. Et donc, je passe l'UIT de Bordeaux et en 2001, je deviens journaliste professionnel. Et là, je tourne de CDD en CDD, de région en région. Donc beaucoup dans la presse quotidienne régionale, un peu pour la presse enfant, un peu pour la presse nationale. Puis je passe d'une région à une autre, avec au bout d'un moment, pas une fatigue, mais une impression de se répéter, une impression de faire toujours les mêmes papiers, une impression de tourner un peu en rond, une impression de... Bon. Et donc là, je me retrouve en Dordogne, à l'ADL, pendant 2 ans. Et puis au bout de ces 2 ans... plus rien, et là je deviens fonctionnaire. Je rentre par la petite porte au Conseil général de la Dordogne, et là plus du tout d'écriture, mais du travail de dossier, du travail de bureau classique. Et donc j'arrive simplement à la conclusion que ce qui me plaît, c'est l'écriture. Par contre, revenir dans la presse, je ne me sentais ni capable, ni l'envie. Donc écrire pour les autres est devenu pour moi normal, logique. Et donc j'ai décidé de faire une formation par le CNED d'1 an comme écrivain public. Alors juste, quelle est cette formation, enfin, comment s'appelle cette formation? Alors c'est une formation écrivain public. En fait, actuellement, il y a plusieurs formations possibles au niveau de l'écrivain public. Il y a soit le CNED, soit la Sorbonne. Donc la Sorbonne offre une formation de 2 ans. Et le CNED offre une formation d'1 an, payante, et donc qui en fait vous permet c'est des devoirs. C'est des devoirs qu'on fait, on se fait corriger par des écrivains publics. C'est ni qualifiant, ni diplômant, il n'y a rien au bout. Il y a juste le fait de vous dire j'ai bon, je peux. Mais vous pouvez très bien, du jour au lendemain, vous installer comme écrivain public sans faire aucune formation. C'est pas une profession qui actuellement nécessite la moindre formation. Elle nécessite juste de savoir écrire et d'avoir le plaisir du contact des autres, puisque c'est les deux. Voilà. Et alors, vous êtes nombreux en France d'écrivains publics? 600. 600. 600. Alors,
ça augmente un peu parce que depuis quelques années, c'est une profession qui prend beaucoup. Mais 600, réglementé par 2 syndicats. D'accord. Et on est assimilé, alors, on est soit écrivain public, il y a des correcteurs, écrivain public, il y a des éditeurs, écrivain public, mais voilà, on est écrivain public. Ça rappelle lointainement le scribe égyptien, sauf que la différence avec le scribe égyptien, c'est que le scribe égyptien travaillait pour le pharaon. Les écrivains publics travaillent pour les gens, pas forcément pour les élus. Ils peuvent travailler pour des élus, ils peuvent faire les discours des élus, mais le scribe ne faisait que compter les finances du pharaon. Voilà. Après, au Moyen-Âge, les écrivains publics ont été mis dans les cimetières parce que la religion n'acceptait pas cette idée que des gens puissent faire acquérir la langue et la connaissance aux pauvres. Donc on les reléguait dans les cimetières et ils travaillaient dans les cimetières. Et puis là, aujourd'hui, les gens, donc c'est des gens qui ont une plume, ont l'envie d'aider, je pense que c'est les deux qualités principales, et qui donc mettent leur écriture au service de tout le monde. D'accord. Voilà. Les copistes faisaient partie aussi, on les appelait aussi écrivains publics à l'époque, non? Les copistes, ouais, ils faisaient plus de la copie, de la recopie, ouais. Même si nous on fait des fois de la réécriture beaucoup, mais c'est autre chose. Alors j'ai vu sur ton site que tu avais pas mal de registres en fait. Tu faisais de la rédaction, tu faisais de la correction, tu pouvais écrire les biographies des gens. Au jour d'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es installé? Alors depuis octobre 2013. Alors depuis octobre 2013, un peu plus d'un an. Tu as rédigé, tu as fait des biographies? J'ai fait, alors, j'ai pas fait beaucoup de biographies. Là, je suis sur une biographie en ce moment. J'ai fait beaucoup de courriers administratifs. Mais j'ai voulu, parce que j'ai la prétention de vivre de ce métier, j'ai voulu ne pas me fermer au niveau écriture. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois des étiquettes pour des commerçants, parce que je fais les marchés, j'informe de mon métier sur les marchés. Donc j'ai fait à la fois des étiquettes pour les commerçants pour leur boîte de conserve, et j'ai fait aussi des réécritures de livres pour des auteurs qui, par exemple, étaient rétifs à tout ce qui est informatique, et qui donc avaient des feuillets, mais leurs feuillets étant illisibles, ils les faisaient passer par un écrivain public pour réécrire, pour remettre en forme, pour vérifier s'il n'y avait pas d'erreur, pas de faute, pas de soucis. Et au milieu de tout ça, beaucoup de courriers administratifs. Beaucoup de courriers aux maires, aux avocats, aux notaires, aux médecins, des CV, des lettres de motivation, enfin tout ce qui concerne l'écriture en fait. Et alors, quand il s'agit de biographie, donc tu écoutes la personne qui te raconte, un peu sa biographie, son vécu, et c'est toi qui retranscris un peu les émotions et le parcours de cette personne. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté écriture pure, simple, et puis il y a les silences, il y a les émotions, et il y a tout ça à respecter. C'est-à-dire que la personne, par exemple, va se mettre à pleurer parce que moi, j'enregistre avec un dictaphone et puis ensuite je reprends, je réécoute. Et il y a des moments d'émotion, il faut, je pense, la personne attend qu'il soit aussi un peu retranscrit dans son livre, puisque c'est son livre, c'est pas le mien. Donc j'essaye d'en tenir compte. Alors c'est compliqué au niveau écriture, très compliqué, mais essayer d'en tenir compte dans les mots qu'on utilise pour que la personne retrouve un peu son émotion puisque c'est son livre et qu'elle va ensuite le vendre ou le donner à des amis ou à des proches, qu'on retrouve son style. Donc il faut à la fois réécrire mais ne pas trahir. C'est compliqué. En même temps, c'est tout le défi. L'an dernier, j'ai fait un courrier pour une dame très âgée qui voulait écrire à sa sœur pourquoi elle ne lui parlait plus. Et donc, elle m'a demandé une lettre de colère. Et donc, j'ai passé 3 après-midi chez cette vieille dame à discuter avec elle sur sa vie, à essayer de la comprendre. Et lorsque j'ai fait le courrier, j'ai fait un courrier de colère qui commençait par « J'ai 86 ans et je vais mourir », point.
quand je l'ai amené, voilà, mais quand je l'ai amené, elle a lu le courrier, elle s'est mise à pleurer. Ah oui, quand même. Et elle m'a dit, c'est exactement le courrier que je voulais écrire, mais que je n'arrivais pas à écrire. Là, dans ces cas-là, il y a aussi une grande émotion qui nous envahit, voilà, qui est logique, parce qu'on a réussi à écrire ce que la personne voulait, et en même temps on a réussi à la comprendre, et en même temps, c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est à la fois l'écriture et le contact que je peux avoir avec les autres. Voilà. Et alors écrire des textes et chansons, jamais ça t'est venu à l'idée? Non. Jamais. Non, je laisse ça à ceux qui savent écrire et chanter. Moi, je ne sais pas chanter déjà. Donc, j'ai à la fois des gens qui ont des difficultés avec la langue et l'écriture. J'ai aussi des gens qui savent très bien gérer la langue et l'écriture, mais qui n'ont pas, soit pas le temps, soit pas l'envie, soit se disent... tout simplement, voilà, quand j'ai besoin d'un conseil juridique, je vais voir un conseiller juridique. Quand j'ai besoin d'un courrier, je vais voir un écrivain public. Quand j'ai besoin d'un conseil, je vais voir un avocat. Et qui donc utilisent la profession, mais qui ont... Moi, mon premier contrat, ça a été quelqu'un qui savait très très bien écrire, mais qui m'a dit, Romain, toi tu sais faire, donc je te laisse parce que moi... je saurais peut-être faire, mais ça va me prendre du temps, et puis j'ai pas que ça à faire. Et j'ai des auteurs qui se tournent vers moi pour de la réécriture. Ces auteurs-là savent très bien écrire, mais préfèrent que ce soit retravaillé, à la limite, par quelqu'un, ou simplement relu, corrigé, mais sans trahir du tout leur écriture, leur style, et tout ça. Moi, je suis pas leur nègre. Je suis juste quelqu'un qui, de l'extérieur, pose un regard. Voilà. Alors tu quittes le journalisme finalement parce que tu avais besoin de contact, non? D'être au contact des gens Non, je quitte... Parce que l'écriture dans le journalisme, il y a pas mal de registres. Tu aurais pu écrire dans des magazines. Ouais, mais je trouvais qu'elle était formatée, qu'on était formaté dans quelque chose, et puis... Dans la philosophie générale du métier, ça me posait souci, les faits divers sanglants à la une, les choses comme ça, de moins en moins d'analyse, de plus en plus de pompage de l'AFP. Enfin, voilà, je ne veux pas être critique vis-à-vis de tous mes anciens collègues dont j'adore le métier et dont j'admire le métier, mais ça ne m'allait plus. Voilà, ça ne m'allait plus. Et puis je trouvais qu'on était de moins en moins dans le contact avec les gens, c'est-à-dire qu'on était de plus en plus on va dans la rue, on interroge 3 personnes, on rentre à la rédac, et puis, mais on prend pas le temps. On prend pas le temps de se poser avec la personne, de lui demander, bon, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé, et on est de moins en moins dans les dossiers, le fond, on s'attache à de la forme, mais plus à du fond, plus à... voilà. C'est ce que je trouve. Bon, voilà. Et j'ai vu aussi que tu avais une maison d'édition, enfin que tu avais créé une maison d'édition. Ouais, je viens de la lancer, là, les éditions du Stylo Plume. Alors j'ai sous la main, enfin, j'ai une fille qui m'a remis un manuscrit, un merveilleux manuscrit, elle a mis 10 ans pour l'écrire. Ça s'appelle Nostalgie cubaine. Elle aurait aimé te rencontrer. Donc ce manuscrit, il a été écrit, corrigé, réécrit plusieurs fois. Enfin, il est fini en fait, il est finalisé. Et donc toi, tu pourrais le corriger, c'est ça? Enfin, oui, alors je peux corriger, de l'éditer. Je peux le corriger, je peux l'éditer. Alors à compte d'auteur, parce que moi j'ai pas de fonds d'édition, forcément. À compte d'auteur, ça veut dire que il faut aussi voir que la personne donc paye au départ, mais qu'ensuite, pour ce qui me concerne, moi en tout cas, l'argent, si elle vend son livre, l'argent lui revient intégralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de part éditeur, comme il peut y avoir sur certaines ventes de livres, où l'éditeur se garde 10% ou 20%. Là, c'est l'éditeur prend au départ, il travaille sur le livre, j'essaye, moi en tant qu'éditeur, de faire un beau livre avec... en voyant avec l'auteur ce qu'elle veut comme couverture, comme voilà. Après, j'essaie de trouver un imprimeur qui soit le mieux disant, et puis de sortir le livre. Voilà. Donc non, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, j'ai lancé les éditions du Stylo Plume en fait parce que, notamment pour les biographies, je voulais pouvoir proposer aux gens un tout en un. C'est-à-dire, au lieu de leur proposer que de les écouter et d'écrire, c'était de dire je vous écoute, j'écris et derrière j'édite un livre si vous le souhaitez. Que ce soit pour le vendre ou que ce soit simplement à destination privée, familiale. Et donc ça permet aux gens de se dire bon ben voilà, je peux avoir comme ça à la fin
un petit opus, un petit quelque chose. Là, j'étais chez un monsieur dans le nord du département qui, je lui ai réécrit un cahier qu'il avait écrit sur la guerre d'Algérie. Il m'a dit, bon, écoutez, est-ce qu'on peut rajouter des photos et en faire un petit livre à destination purement familiale? Donc là, il est en train de choisir les photos, et puis on va voir la maquette ensemble, et puis ensuite on va lancer le truc, et il aura à la fin un petit bouquin. Voilà. Donc ça me permet à moi de diversifier un petit peu, de ne pas être que dans l'écriture pure, mais en même temps, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est complémentaire de mon travail. Mon travail est d'abord de réécrire ou d'écrire, soit en création, soit en correction. Alors depuis que tu es installé, tu sens qu'il y a une demande qui est croissante ou Alors il y a une demande croissante. Au départ, il faut se faire connaître. C'est ça qui est le plus compliqué. Il faut trouver son public, et il faut surtout vaincre l'appréhension des gens, enfin gagner la confiance. Et puis que les gens se disent ce que tu as dit tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que les gens se disent c'est pour les analphabètes. Donc c'est pas pour moi. Je sais un peu écrire, donc j'ai pas besoin de l'écrivain public. Or, il faut vaincre ça. C'est-à-dire que ma présence sur les marchés, elle est faite pour informer les gens, elle est aussi faite pour casser cette chose-là, de dire j'écris pas pour les indigents, j'écris pas que pour les indigents ou pour les analphabètes, j'écris aussi pour eux, il n'y a pas de souci pour ça, mais j'écris pour tout le monde. Voilà. Et ne soyez pas, c'est pas parce que vous venez voir un écrivain public que vous êtes mauvais en écriture, ou que vous êtes... Il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de jugement sur la capacité ou non à savoir écrire. Ça, on s'en fout. Moi-même, je fais des erreurs. Des fois, ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. J'essaye d'en faire le moins possible parce que c'est quand même mon métier et tout ça, mais ça peut m'arriver. Et ça peut m'arriver de relire 2 fois, 3 fois, 4 fois un texte, et de préférer le poser, y revenir 3 ou 4 heures plus tard, et voilà, et revoir les fautes. Et bon, je suis très pointilleux sur les fautes et sur les choses possibles, mais ça peut m'arriver au premier jet d'avoir des fautes. Puis c'est pas grave. C'est du moment qu'ensuite je peux les voir et les corriger. Voilà. Et alors, tu touches tout public en fait. Il y a des jeunes qui viennent te voir, des personnes âgées. Il y a des jeunes qui viennent me voir aussi. Il y a une jeune femme, une jeune fille l'an dernier qui est venue me voir pour une lettre de motivation pour intégrer une école. On a passé une après-midi et elle a intégré son école, et j'étais assez content d'y avoir participé, parce que c'était une école assez difficile à obtenir, et donc c'était sur dossier, il y avait une lettre de motivation à faire. Je l'ai aidée comme je pouvais et j'ai essayé de faire au mieux, et puis elle a intégré son école, elle m'a appelé pour me remercier. Bon. Donc il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui viennent pour des dossiers aussi, des dossiers d'études à corriger ou à réécrire ou à refaire, des dossiers de fin d'année, des mémoires, des choses comme ça. Des thèses aussi? Alors j'ai pas eu de thèse pour le moment, j'ai eu des mémoires. J'ai eu des mémoires soit à retravailler, soit à recorriger, soit des choses comme ça. Mais voilà, ils viennent me voir parce que écoutez, monsieur Choix, voilà, je l'ai faite, mais est-ce que vous pouvez juste jeter un œil dessus et me dire s'il y a des fautes, s'il y a des répétitions, s'il y a des synonymes, s'il y a des... Voilà. Oui, j'ai été séduit aussi parce que tu m'avais dit, on s'était contacté par téléphone, tu m'avais parlé de l'élaboration d'un journal au sein d'une école. Est-ce que tu peux en parler un peu? Alors je suis j'ai trouvé ça super. À l'école de Coulors, donc dans le nord d'Ordogne, entre Périgueux et Exideuil. J'ai proposé mes services dans le cadre des temps périscolaires. Donc en tant qu'écrivain public, j'ai proposé de faire un journal à Madame le maire de Coulors. Madame le maire a accepté l'idée, mais elle m'a imposé une chose qui était que le journal devait tourner autour de l'oie. Parce qu'il y a la fête de l'oie à Coulors, et donc tous les étés, autour du 15 août, et donc elle me disait j'aimerais bien pouvoir utiliser ce journal ensuite pour le présenter à la fête de l'oie, donc les présenter. Donc il y a eu 3 groupes d'enfants qui se sont constitués. J'ai travaillé avec le premier de septembre à Noël, là je suis avec le deuxième et j'aurai le troisième à partir d'avril à peu près.
Et donc on fait un journal autour de Loire, et c'est les enfants qui choisissent le titre, qui choisissent les rubriques, qui font le journal, vraiment. Moi je suis là pour aider à la conception en tant qu'ancien journaliste et écrivain public. Et donc je les fais écrire, et je les aide en tant que, pour que ça soit en français. Eux, ils ont l'air de s'éclater. Ils ont l'air d'adorer ça. Je suis accueilli comme un prince à chaque fois que j'arrive à l'école tous les lundis. Et moi, je m'éclate aussi. C'est une bouffée d'oxygène pour moi dans ma semaine, parce que c'est 1 heure là-bas, et enfin 1 heure et demie, et c'est une vraie bouffée d'oxygène. En plus, ça permet aussi il me questionne sur le métier d'écrivain public, il me questionne sur le métier de journaliste, il me pose... Enfin voilà, on a eu une grande discussion là récemment sur Charlie Hebdo et sur ce qui s'était passé à Charlie Hebdo. Donc voilà, il y a eu aussi une parole libérée, une parole libre, qui n'était pas simplement une parole avec un instituteur ou avec les parents, mais avec quelqu'un un peu d'extérieur, mais qui encourage. Donc on a fait un texte sur une loi qui dirait ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, qu'on a mis en édito du journal. Et là, ils font des mots fléchés, ils font des recettes, ils font des choses comme ça, qu'ils mettent dans le journal. Ça leur apprend aussi l'écriture journalistique un petit peu. Ils ont compris la différence entre la presse magazine, la presse régionale, la presse institutionnelle, les choses comme ça, parce que je leur ai amené des journaux, je leur ai montré, j'ai essayé de leur expliquer voilà, quelles sont les différences, quels sont les points communs. Bon, si... Il peut un jour ressortir quelque chose de ça. Si en stage de 3e, par exemple, ils sont en presse et qu'ils vont dans leur grenier rechercher leurs vieux, parce que j'ai décidé de faire imprimer ce journal à une 20aine d'exemplaires, et chaque enfant ensuite a un exemplaire qu'il ramène chez lui. Et je me dis, si en stage de 3e, ils sont dans la presse et puis qu'ils se rappellent que dans leur vieux grenier, il y a un journal auquel ils avaient participé quand ils étaient enfants à Coulors, ce sera gagné. Voilà, moi j'ai pas de grandes prétentions par rapport à ça. C'est une bonne idée. Hein. Et je vais faire la même chose après les vacances de février, mais à l'école de Négronde où j'habite, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Écoute, merci beaucoup, Romain. Est-ce qu'il y a des honoraires fixés par soit une fédération, soit par le métier en lui-même? Non, il n'y a pas de grille tarifaire. On demande, les écrivains publics demandent une grille tarifaire. Parce qu'il n'y a aucun contre-pouvoir qui vérifie, qui expertise s'il y a eu abus ou non. Non. Et c'est ça. Alors après, les gens peuvent... Moi, en fait, quand j'ai décidé de mes tarifs, j'ai pris 10 écrivains publics de campagne, comme moi, qui étaient sur Internet. J'ai pris leurs 10 tarifs, j'ai multiplié par 10, j'ai divisé par 10. Et je suis arrivé j'ai mis un peu moins que la moyenne que je retrouvais. Voilà. Mais il n'y a pas, pour un CV, on va dire, allez, c'est 20 € et point barre. Non. Les écrivains publics peuvent appliquer le tarif qu'ils veulent, sachant que après, c'est aux gens de savoir se dire, bon, là, c'est un peu cher, là, c'est pas cher. Mais le syndicat des écrivains publics demande justement à ce qu'il y ait une grille tarifaire et un peu de ménage de fait là-dedans. Moi, je trouverais ça complètement normal qu'on ait des prestations qui soient encadrées, quoi. Si vous êtes représenté par un ministère, ce serait lequel? Actuellement, peut-être, j'en sais rien, la culture ou le commerce, mais ouais, c'est ambigu, parce qu'on est on est dans l'ordre culturel. Mais en même temps, on en retire quand même de l'argent, et faut pas se le dénigrer, quoi. Donc moi, je suis en tant qu'écrivain public, je suis profession libérale, et je suis catégorisé profession libérale. Bon, après, moi, je suis auto-entrepreneur, et j'espère un jour aller dans le libéral si ça marche. Mais normalement, je vous répondrai de la culture. Pour revenir et pour rebondir sur sa question, tu as l'impression que les écrivains publics dérivent un peu sur leurs tarifs, hein, d'après ce que tu as vu sur Internet? Tu as l'impression qu'ils exagèrent? Non. Je trouve qu'ils sont quand même assez... Après, tu as la différence entre les écrivains publics de campagne, les écrivains publics de ville, des choses comme ça, les prestations proposées aussi. Mais je trouve que ça reste raisonnable. Ouais. Ça reste raisonnable.
Après, il y aura toujours des gens pour trouver que c'est trop cher, ou des gens pour dire même que c'est pas assez cher, qu'on se vend pas assez. Mais moi, je trouve que les tarifs que j'ai pu voir sur Internet restent suffisamment raisonnables, voilà, parce qu'il y a quand même tout un travail derrière. Voilà, moi, quand je fais une réécriture de page, je suis sur un tarif de 9 euros. Quand je fais une création, par exemple, de courrier, qu'on me donne rien, et que donc je pars de rien, juste de l'idée du courrier, je suis sur 25 euros par page. Voilà. Mais parce que quand on me demande une création, par exemple, d'un texte, sans rien me donner, je suis à 25 euros de l'heure. On est quand même dans quelque chose qui reste raisonnable. Un CV créé, complètement créé de toutes pièces, je suis à 30 euros. Et une lettre de motif? Alors c'est 30 euros aussi. Sachant que le couplet CV lettre de motif c'est 50 euros. Voilà, je fais du dégressif. Moi, par exemple, j'ai vu que tu faisais du dégressif. Quand on me demande une thèse, par exemple, la réécriture d'une thèse ou d'un mémoire, je considère qu'à partir de 30 pages, je passe de 9 euros à 4 euros. C'est-à-dire que je divise par plus de la moitié. Parce que je considère qu'à plus de 30 pages, on me fait confiance sur un volume suffisamment important pour que moi je puisse. Voilà. Mais c'est moi qui le décide. Hein. Quand on est en action, pas action commerciale, mais commerciale à son compte, on doit tenir un cahier de comptabilité pour déclarer. Moi, je suis auto-entrepreneur. Donc il y a une déclaration. Moi, il y a une déclaration URSSAF tous les 3 mois. Et l'URSSAF me prend 23,7% de tout ce que je déclare. Donc, comme je déclare tout, moi... je donne la somme. Mais moi, par contre, j'ai dans mon ordinateur, j'ai toutes mes sommes qui sont détaillées. Et mois par mois. Tu as un cahier avec recettes dépenses, j'imagine. Voilà, voilà, j'ai tout ce qui est détaillé. Et tu ne dois pas dépasser un certain montant. J'en suis loin, mais on ne doit pas dépasser 34 000 euros par an, à peu près. C'est moi qui détaille pour moi, parce que si jamais il y avait un contrôle, il pourrait voir tout de suite tout ce qui a été fait. Et puis, après, par exemple, j'ai pas de TVA, moi. J'ai aucune TVA, c'est-à-dire que les sommes hors taxes sont les sommes toutes taxes comprises. Voilà, parce que je suis auto-entrepreneur. Donc je ne peux pas mettre de TVA sur mes prestations. Donc c'est comme ça, mais c'est pas. Après, moi, j'essaye d'en vivre. J'en vis pas pour le moment. J'essaye d'en vivre. Après, j'ai décidé de faire un bilan en 2016 pour voir si c'est stop ou encore. Voilà. Parce que là, le but pour le moment, c'est de s'installer. C'est de montrer aux gens du Nord Périgord, mais même d'ailleurs, parce que je peux travailler pour le Sud Périgord, je peux travailler pour même ailleurs, parce que je peux faire du télétravail. Montrer que l'utilité d'un écrivain public, et voilà, ça existe. Et vous pouvez faire appel à moi, et on peut travailler ensemble. Et on verra en 2016 si la mayonnaise a pris, s'il y a des choses à changer, s'il y a... Voilà. Mais pour le moment, je me suis donné 3 ans pour essayer de me faire connaître. Donc il y a beaucoup de com, ça passe par beaucoup de com. Beaucoup de présence sur les marchés, beaucoup de présence tout court pour devenir qu'il y ait un déclic. C'est-à-dire, tiens, j'ai un courrier à faire, j'appelle Romain. Voilà. Je sais qu'il y a un écrivain public dans le coin, je l'appelle, j'ai un CV, j'ai une lettre de motivation à faire, pouf, je l'appelle. Et moi, ça me plaît, ce métier-là me plaît beaucoup tel que moi je le pratique. Après, il y a autant d'écrivains publics que de pratiques. Voilà. Écoute, merci beaucoup Romain d'être venu. Et puis au plaisir de te revoir. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.